Si je vous avais dit la vérité, vous ne seriez jamais venu. La mutuelle, ça se passe comment? Le remboursement des transports. Et parfois, on me dit non, mais j'ai pas les moyens, donc je donne des primes. Les calculs sont pas bons, Kevin, on a un sujet. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make Sense, le podcast. Cette semaine, on va parler des stratégies de rémunération. Et pour ça, j'ai fait appel à Sandrine Dorbe, qui est experte en stratégie de rémunération, justement. En France, c'est assez tabou, on n'aime pas parler d'argent. Et dans ce podcast, on va parler argent, on va parler rémunération, on va parler salaire. Ça va être hyper intéressant. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. Donc je vous laisse tout de suite à l'épisode et on fait place à Sandrine. Hello Sandrine, Salut Maxence. est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter? Bien Dire ce que sûr, tu avec fais. joie. Moi, je suis Sandrine Dorbe, je suis experte en rémunération. Au quotidien, j'accompagne des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise dans la définition de leur politique de rémunération. L'idée, c'est d'avoir des systèmes cohérents et efficaces en fonction de l'entreprise, des dirigeants, de la culture, etc. Mais c'est quoi la place de la rémunération en tant que telle? L'importance de la rémunération dans comment ils perçoivent leur vie au travail, leur quotidien, etc. Il y a régulièrement des enquêtes ou des études qui sont faites par des cabinets de recrutement, des instituts de sondage, et qui régulièrement font le classement, le top 3, le top 5, des raisons qui encouragent quelqu'un à accepter une offre ou pas, ou à chercher du boulot ou pas. En fonction de qui fait l'enquête, en fonction du moment où on fait l'enquête, la rémunération, elle est plus ou moins bien placée dans le top 5. Je t'avoue qu'une fois, j'étais très étonnée de voir qu'elle n'apparaissait même pas. C'était une enquête sur les attentes des jeunes diplômés. Un peu étonnée parce que pour le coup, les jeunes générations sont plus à l'aise pour parler de rémunération. Néanmoins, moi je pense que tu le mets où tu veux dans ton top 1, top 2, top 3, mais il faut que le salaire il soit au bon niveau. Alors, la difficulté, c'est de définir le bon niveau. Il faut qu'il soit au bon niveau pour que ça ne soit pas un sujet et qu'on puisse parler des vrais problèmes. Les vrais problèmes étant, est-ce qu'on a la bonne personne en face, qui a les bonnes compétences, qui va pouvoir se projeter dans l'organisation. C'est quoi les autres composantes qui vont faire en sorte que tu as un équilibre professionnel qui est bien en place et qui te convient finalement? Si la rémunération, c'est un peu un non-sujet. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur celui-ci qu'il faut concentrer la négociation. Il y a du boulot à faire pour avoir une politique de rémunération qui soit pertinente pour l'organisation. Comme ça, après, tu n'as plus qu'à te mettre dans la traque de ta politique. Tu réponds aux questions facilement parce que ta politique, elle a été bien pensée, parce que tu l'as bien mûrie, parce que tu as choisi les bons outils. Mais en tout cas, il faut évacuer ce sujet dès le départ pour parler des vrais sujets. La rémunération, en fait, ça cristallise beaucoup de choses. Et je constate, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en France, on n'aime pas parler de rémunération, alors qu'on soit dirigeant, dirigeante ou salarié. C'est un sujet qu'on n'aime pas aborder. Et pourtant, quand il y a un problème, c'est le premier sujet dont on parle. Tu disais, par exemple, quelqu'un qui est pas content et qui, du coup, va dire qu'il n'est pas bien rémunéré. Cette personne, peut-être qu'elle n'est pas bien rémunérée par rapport au marché, peut-être qu'elle est bien rémunérée par rapport au marché, néanmoins, elle a cette conviction qu'elle n'est pas bien rémunérée. Donc, en fait, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un déséquilibre. En théorie, on parle de ton ratio contribution-rétribution, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça se grippe, et la personne, quand bien même tu lui prouves par A plus B qu'elle est très bien payée par rapport au marché, elle continuera d'avoir cette conviction qu'elle n'est pas bien payée. Et de l'autre côté, côté manager, on a parfois aussi une croyance de dire tiens, cette personne, j'ai l'impression qu'elle fout rien, je vais lui en rajouter une couche, plutôt que d'avoir une discussion à cœur ouvert, j'ai envie de te dire, où tu confrontes la personne à ce que tu estimes être un problème. Et donc là, effectivement, c'est des discussions qu'on n'a pas envie d'avoir. Personne n'a envie de se dire allez, tiens, ce matin, je vais commencer ma journée par un point d'1 heure avec Bertrand. Je vais dire écoute, Bertrand, par rapport à tel point, tel point, tel point, j'ai l'impression que tu es un peu en sous-régime. Est-ce qu'on peut en parler? Peut-être que la journée, elle ne commence pas très très bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est dire ok, Bertrand, j'ai l'impression qu'il ne faut rien, je vais le charger un peu plus. Ah Bertrand, mon sentiment, c'est qu'il n'en fout pas une rame, je vais lui baisser son variable, ça lui fera les pieds, plutôt que d'avoir la conversation managériale qui aura beaucoup plus d'impact sur le long terme. Et tu vois, là, en t'écoutant, je repensais à une cliente qui était une petite PME où, dans une équipe, il y avait 5 personnes dans cette équipe qui faisaient exactement le même boulot. Et elles faisaient exactement le même boulot et elles avaient la même seniorité en plus. Donc il n'y en a pas une qui avait 10 ans d'expérience versus d'autres qui en avaient plutôt 5. Donc vraiment des profils très comparables. Et un jour, elles ont appris qu'elles n'étaient pas du tout payées pareil. Mais pas du tout. Il n'y avait pas des petits écarts, c'était des gros écarts.
Donc évidemment, incendie, dans l'entreprise, Mmh. évidemment, les dirigeants ont pris le sujet en main, ils ont fait une politique de rémunération, ils ont fait une grille, ils ont corrigé leurs erreurs, ils se sont excusés. La rémunération, c'est juste ce qui a fait péter la cocotte minute, et qu'en fond, il y avait beaucoup de sujets culturels, managériaux, d'équité, dont qu'on n'avait jamais abordés. En fait, je pense que c'est un sujet qui est autant technique qu'émotionnel. Si tu traites que l'aspect technique, comme ce qu'a fait mon client dont je te parlais au départ, là, avec Mmh. l'équipe qui a explosé, ils l'ont traité de manière technique, hein. Ils se sont dit: «OK, on a merdé, on va communiquer, on va les écouter et on va tout réparer», et en fait, pas du tout. Donc en corrigeant que l'aspect technique, tu passes à côté de la part émotionnelle, et ce qui est compliqué avec la part émotionnelle, tu le disais, déjà, on ne sait pas trop faire. On n'apprend pas à parler de nos émotions, on n'apprend pas à les identifier, à en parler, ni côté dirigeant-dirigeante, ni côté salarié, hein. Au départ, tu me disais, bah, alors si du coup la rémunération, c'est pas le sujet, sur quoi on doit travailler? Il y a un truc qui est hyper important pour les gens, dans la vie, en général, c'est déjà de bien comprendre sa situation. Pourquoi j'en suis là où j'en suis? En matière de rémunération, ça veut dire, bah, pourquoi est-ce qu'on me propose 40 et pas 42, comme, mon copain de promo? Donc voilà, ce qu'on peut faire en tant que dirigeant, dirigeante, c'est d'être très clair sur comment est-ce que c'est quoi les règles du jeu et comment est-ce que les salaires vont évoluer dans le temps. Ça se voit un peu plus quand tu as du variable, mais je sais que moi dans mon ancienne boîte, j'avais pas mal de collabs qui avaient pas de variable du tout et c'est encore une logistique un peu différente parce que, bah, tu peux pas du tout les projeter non plus, là-dessus. Ils ont pas de carottes supplémentaires, ils ont pas de deuxième botte de carottes. Je trouve il y a trop d'effets de bord qui sont préjudiciables, à l'exception près des commerciaux ou des fonctions assimilées où tu as un objectif chiffré qui est hyper clair. Mmh. On est dans une tendance un peu, parce qu'on ne pouvait pas augmenter les salaires, et quand je dis qu'on ne pouvait pas, slash on ne voulait pas, hein, je ne te parle pas d'entreprises qui n'ont pas d'argent, parce que parfois on me dit: «Non, mais j'ai pas les moyens, donc je donne des primes». Les calculs sont pas bons, Kevin, on a un sujet. Là aussi, il y a des entreprises qui, tous les ans, depuis 10 ans, versent des primes et qui me disent: «Mais je ne peux pas augmenter les salaires». Arrête les primes, augmente les salaires. Parce que sur des fonctions support qui n'ont pas d'objectif, ou des fonctions support, qui n'ont pas du tout d'objectifs chiffrés, bah, finalement, tes objectifs, ce sont les objectifs du poste. Le poste pour lequel tu payes un salaire, tous les jours. Donc au final, tu troubles un peu le message entre qu'est-ce qui est attendu de manière régulière sur ce type de poste et qu'est-ce qui relève de la surperformance. Et au final, quand quelqu'un est réellement surperformant, bah, tu fais rien, enfin tu fais rien que la personne, elle trouve exceptionnel. Tu lui verses sa prime, mais tu lui verses tous les ans sa prime. Enfin, et du coup, on te dit: «La prime, elle est là pour stimuler la performance et faire la différence entre les gens qui sont très bons et les autres». Bah, la plupart du temps, non, quoi, parce qu'on finit par la donner à tout le monde. Ouais, en définissant les livrables. Mais c'est assez marrant parce que tu as les mêmes notions qui reviennent, assez fréquemment, tout ce qui est justice, le fait d'éviter l'inconnu aussi, le fait de s'aligner, de communiquer mine de rien, parce que du coup, cette discussion, tu vas l'avoir pas au bout de 6 mois quand le projet il est fini, tu vas l'avoir au début, en mode: «OK, tu as Oui. ça à faire en plus du reste. On te propose si ça se passe, si le livrable il est, X, Y, Z, tu auras autant, deal ou pas deal». Mais du coup, tu prends le risque aussi qu'il y ait pas deal. Déjà, la plupart des gens, ils vont pas négocier. Ils vont pas négocier parce que, c'est pas évident de se dire, que là, il y a de la place pour la négociation. Mmh. Ensuite, là, c'est pas parce que la personne, elle tente sa chance, qu'elle défend ses intérêts, que ça doit ouvrir une discussion pénible. On peut dire: «Écoute, non Maxence, je suis désolée, mais nous, dans la politique qu'on a définie», c'est ça aussi, c'est être ferme sur ses appuis, c'est avoir très bien défini un cadre. Dans la politique qu'on a définie, pour ce type de projet, c'est 5 000. Je peux pas te faire 7 000 à toi et 5 000 aux autres, c'est pas possible. Donc c'est 5 000, voilà. Parce que l'important en rémunération, ce que les dirigeants oublient souvent, c'est que les politiques de rémunération, les règles qu'on fixe, elles sont là pour que les gens comprennent nos décisions. Si on joue à se faire peur, oui, on peut imaginer que ce sera la rockstar de ton Mmh. équipe qui va te faire suer en négociant et en te menaçant, mais on parle, là, on va, et ça c'est un truc naturel dans le cerveau, on va chercher la situation la plus catastrophique. Bah non, il y a d'énormes chances que ça se passe pas comme ça. Il y a un point que tu évoquais sur lequel, j'aimerais bien revenir, c'est le fait que les gens ont pas besoin d'être convaincus. En tout cas, on n'a pas besoin de Oui. convaincre les gens, on a besoin qu'ils comprennent et c'est assez vrai dans pas mal de pans de la vie finalement, que tu sois en deals commerciaux, en perso, quoi que ce soit. Tu as pas besoin d'avoir raison. Il y a personne qui a raison et dans une boîte, à mon avis,
tu jamais un système de rému qui va satisfaire 100 des gens parce que tu auras toujours, heu, Michel ou Bertrand qui, bon, sur le côté, il comprend quand même pas pourquoi, parce qu'il pense intrinsèquement qu'il vaut plus que Mmh. Michel et donc il devrait avoir 5 de plus et cetera. Et ça, tu peux pas trop lutter, je pense. Et comment tu vois la place, on va dire, de la rému dans la fidélisation des salariés, au-delà de tout ce qu'on a pu se dire jusqu'ici? Ouais. Alors au-delà de il faut être très clair sur les règles, donc comment est-ce qu'on définit les salaires, comment ils évoluent, déjà ça c'est crucial. Ensuite, en fonction de la culture d'entreprise, déjà je pense qu'il faut avoir une politique de rémunération, en tout cas des pratiques RH, qui vont dans le sens de la culture d'entreprise. Ensuite, il faut trouver les bons outils de rémunération qui répondent aux bons problèmes. La rémunération, c'est ni plus ni moins que la contrepartie d'un travail fourni, et c'est tout ce qui représente un coût pour l'employeur et un gain pour les salariés. Et le gain, il peut être en euros ou pas, hein. En tout cas, ça peut être direct ou pas. Mais en tout cas, repenser les avantages sociaux qu'on met en place, ça peut être un différenciant à 2 000 à 3 000 € près annuels, hein. Entre une boîte où il y a zéro télétravail et une boîte où il y a du télétravail, en fonction du profil de la personne, le choix il va être vite vu. Et après, quand les gens gagnent en seniorité ou en maturité, ils commencent à être un peu plus, à se poser des questions, genre: «Mais attends, est-ce que j'ai des tickets resto? La mutuelle, ça se passe comment? Le remboursement des transports, est-ce que vous avez le forfait vélo? Et derrière le télétravail, comment ça se» et moi, j'entends de plus en plus chez mes clients, des candidats qui demandent, à l'heure de l'entretien: «C'est quoi vos valeurs? Comment vous décririez l'entreprise? C'est quoi sa culture?» Et c'est drôle parce que, il y a un candidat avec qui j'avais échangé une fois, il avait passé plusieurs entretiens dans les 6 mois et il disait: «C'est la première boîte où un manager est capable de dire: "Nous, nos valeurs, c'est ça et très concrètement, ça veut dire qu'on fait ça au quotidien"». Nous, tu vois, un des avantages qu'on avait, c'était sur ce qui était horaire flexible, par exemple, parce que c'est pas encore Mmh. hyper commun de choisir, tes horaires. On a quelques créneaux où il faut être avec tes clients, mais entre guillemets, le reste, tu veux travailler un samedi matin parce que le mercredi après-midi, en fait, ton gamin, il a un match de foot et tu veux y aller et tu préfères, échanger. Ben, so what, en fait, moi je m'en fous, typiquement, mais c'est pas encore commun non plus. Tu risques de perdre des avantages que tu as déjà aujourd'hui si tu vas ailleurs et tu le mets dans la balance aussi du choix d'une autre boîte, potentiellement. Tu vois, il y a clairement il y a de ça, mais il y a aussi, une fois de plus, hein, le besoin de se projeter. C'est vrai que quand tu passes les entretiens, tu parles pas, de ça, tu parles pas des horaires, je parlais pas, ni des horaires, ni de la charge, ni des vacances. Alors que concrètement, bon, quand tu cherches du boulot, tu t'es peut-être déjà organisé sur les vacances suivantes et que, bah, peut-être que tu sais, il y a tout ce truc de: «Il fallait pas en parler». Il fallait pas parler de ça. Moi, c'est ce qu'on Et en m'a école de conseillé, commerce, c'est on ce que t'apprend à ne surtout pas en parler. et du coup, tu vois, il y a ce truc vraiment d'inconfort que les gens ne supportent plus, ils veulent se projeter et je pense que il y a des gens qui veulent avoir un équilibre vie pro, vie perso et ils ont tennis à 17 h le jeudi et que c'est important pour eux d'être partis avant pour aller à leur cours de tennis à 17 h le jeudi. En vrai, c'est un changement de paradigme, mais ça veut pas dire que le reste du temps, ils vont glander. Ça veut pas dire qu'ils seront pas performants et à contrario, je pense que tu peux aussi dire à des gens: «Écoute, nous, les horaires de travail, sur telle période», alors tu vois, moi, quand j'étais salariée, on pouvait dire aux gens, parce qu'il faut dire la vérité, de septembre à mars, autant te dire que c'est rare que tu partes avant 19 h, voire, possible que tu dînes au bureau. Par contre, en dehors de cette période-là, bah, on lâche un peu la pression parce que, ne serait-ce que, humainement, physiquement, mentalement, tu peux pas tenir à des rythmes comme ça. On a besoin que tu sois à 200 entre septembre et mars, donc le reste de l'année, on te foutra un peu la paix. Et toi, de dire ça à la personne, peut-être qu'elle peut se dire: «Putain, ça fait chier, je vais faire des nocturnes». Mais bon, si le reste de l'année enfin, tu vois, c'est en gros leur donner l'occasion de se projeter et de faire un vrai choix et de pas se sentir, pris au piège, quand tu proposes quand tu prends un poste, tu es pris au piège, tu sais pas. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui t'attend, et je pense que ça a cristallisé beaucoup de méfiance et de défiance et qu'on est, parfois dans un extrême. C'est on est toujours en train de se dire: «Si mes salaires sont transparents, les gens vont me faire la misère. Si je dis aux gens qu'on a une grosse charge de travail, ils vont pas venir». Bah, en fait, à un moment donné, ils vont s'en rendre compte, donc autant le dire tout de suite et peut-être qu'en vrai, ils vont venir. Peut-être qu'ils vont négocier d'autres trucs. Après, il y a aussi beaucoup de jugements de valeur, sur, les jeunes, sur les gens qui va pas bosser, tout ça. Moi, c'est un débat qui ne m'intéresse absolument pas. Je m'en fous, royalement, des gens qui veulent bosser, pas bosser, mon problème à moi, c'est comment est-ce qu'on fait venir les gens, comment on bosse avec et comment on les garde. Tu vois? Après poser des jugements de valeur, malheureusement, ça me fait pas avancer. En France, on est très bon pour faire ça, donc on serait champion de la rétention.
Mais tu vois, parfois, je trouve que les dirigeants et les dirigeantes, ils perdent trop de temps, à râler sur les jeunes qui ne veulent pas bosser, plutôt que de se dire: «Bah, OK, c'est un changement de paradigme. Comment est-ce que je m'arrange de ça pour faire tourner mon business?» Parce que tout ce qu'on fait en RH, c'est pour aider l'entreprise à faire tourner le business correctement. Donc faut remettre le sujet, sur la table. Comment est-ce qu'on fait avancer le business correctement? Est-ce que l'argent, donc la rémunération purement financière en l'occurrence, peut compenser un environnement toxique? Je pense que vraiment, en règle générale, non. Non, parce que tu, vas dégrader la santé mentale d'une personne, enfin voire de plusieurs personnes, la confiance en l'organisation, tout ça. Je pense qu'à très court terme, pour quelqu'un qui est très, mature sur le sujet, qui est très conscient de ce qui se passe, la personne peut se dire: «OK, c'est la merde, je prends ce qu'il y a à prendre et le reste ne m'atteint pas, voire, de toute façon dans 6 mois je me casse ou dans 1 an». Enfin, moi il y a des gens qui m'en ont parlé comme ça en me disant: «Mais tu sais quoi? Dans 1 an et demi, je ne suis plus là parce que j'ai un autre vrai projet derrière, donc je prends ce qu'il y a à prendre et je me casse». Mmh. Mais les environnements toxiques, ce qui fait que c'est toxique, c'est que vraiment c'est petit à petit que ça va émousser, la confiance en soi des gens, la santé mentale et que ça, tu le compenseras jamais par de l'argent et que, tu vois, il y a des gens dans des environnements, compliqués qui sont extrêmement bien payés et pourtant qui ne vont pas bien, pourtant ils s'en vont. Tu vois? Donc c'est non, l'argent compensera jamais, à court terme, oui. Par exemple, toi, si à l'agence, le mois prochain, tu dis à tes équipes: «Les gars, on vient de décrocher le contrat de nos rêves, pendant 1 mois ou 2, vraiment, on va en chier et je vous préviens, je vais être d'une humeur horrible, donc il est possible que je me comporte mal». Mais vraiment, à la fin des 2 mois, mais alors, énorme prime à tout le monde, ils seront capables de le supporter. Par contre, si tu commences à changer de comportement et que ça devient la nouvelle norme, non, dans 6 mois, ils sont barrés, dans 6 mois, 1 an, ils sont barrés, même si tu les payes très bien. L'exemple des 2 mois, il est à clé aussi parce que tu remets une projection chiffrée, datée. Si tu dis: Ouais. «On va décrocher le contrat de nos rêves, ça va être prime à tout va. Par contre, je sais pas combien de temps ça va durer, ça va être la merde pendant des mois, des années et cetera». Là, tu as pas du tout le même discours que si tu arrives à le timer, le borner et dire: «OK, en fait, on tient 2 mois, deal, pas deal, il y a une contrepartie financière dessus». Versus, bah non, en fait, à partir de maintenant, tu vois, imaginons, parce que c'est déjà arrivé à des camarades, mais l'agence se fait racheter, on va en chier pour l'intégration groupe, je sais pas comment ça va se passer, et cetera. Alors là, c'est pas du tout la même limonade, à mon avis. Et Non. là, tu as de la casse, clairement. C'est le truc qui arrive quand même assez souvent, je trouve, où ta ligne d'arrivée est mouvante, et ça, il y a rien de pire côté Mmh. démotivation. Alors, ça peut être une ligne d'arrivée sur des objectifs, sur bah tiens, tu auras ceci quand il se passera cela, et en fait, c'est cela, cela, c'est un AX plus B, ou bah, c'est ça n'arrive jamais finalement, parce que c'est toujours plus. Parce que souvent, on parle beaucoup de sport en entreprise quand on parle de performance. Alors, on aime bien parler de sport, puis on fait venir des sportifs pour donner des conférences. J'ai rien contre ça, mais ce qu'on oublie typiquement, c'est courir un marathon, enfin courir un 10 kilomètres, courir un semi-marathon, courir un marathon. C'est pas pareil, je dirais, on ne module pas son effort pareil. Et c'est que justement, être très clair de où sont mes jalons, ça permet de moduler mon effort. Et cette modulation d'effort fait que je vais être performante et que je vais atteindre mon objectif. C'était pour réagir à oui, en fait, même quand la ligne d'arrivée, elle est un peu mouvante parce que sur un projet ou sur un contrat client, bah, parfois on maîtrise pas tout et que on tu vois, d'avoir des jalons clairs et d'en parler aux gens, ça leur permet de dire: «Les gars, enfin, faut tenir 3 kilomètres de plus sur le vélo, ne vous inquiétez pas, on en est là». Enfin, c'est de continuer à les accompagner dans la communication et pas de mettre le sujet sous le tapis, en espérant que ça va passer. Tu as un point particulier qui m'intéresse, dans cet épisode, surtout, on évolue sur des métiers pénuriques, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que quel métier n'est pas pénurique? Je parlais à un artisan qui est venu refaire les bureaux, il a du mal à recruter. On a des clients qui ont du mal à recruter, des potes qui ont des agences de dev qui ont du mal à recruter. Tout le monde a du mal à recruter. En fait, est-ce que c'est la course au plus offrant aujourd'hui? Alors plus offrant avec tout ce qu'on a dit, hein, sur alternatives non financières et autres. Est-ce qu'il y a un point spécifique à adresser pour ces métiers pénuriques? Donc le premier truc déjà à admettre, c'est que c'est pas nous, c'est tout le monde. Il y a un sujet en ce moment sur l'attractivité des profils, où qu'on soit, donc faut pas se trouver des excuses, au-delà de ce qu'on peut mieux faire soi au niveau de son entreprise.
Des francs-tireurs, des mercenaires, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ça aussi, il faut faire le deuil, hein. Oui, il y a des gens, ils vont venir chez toi que pour les sous, ils en auront rien à faire de la croissance de l'entreprise, et ils partiront, dès qu'ils auront une meilleure offre. C'est comme ça, il faut faire son deuil. C'est pas et c'est en soi, c'est pas grave tant qu'ils fournissent le boulot que tu attends en retour, c'est pas grave. Ensuite, moi, je pense que non, les gens ne viennent pas que pour l'argent. Il faut que l'argent ne soit pas un sujet, c'est-à-dire que si tu payes les gens au ras les pâquerettes, que tu es très en dessous du marché, oui, bon, bah là, ils viendront pas. Mais si le niveau de salaire, il est correct, les gens, par contre, ils vont s'attacher à d'autres choses. Il y a, j'en reviens à mon histoire d'équilibre vie pro-vie perso, mais quelqu'un qui te paye super bien à l'autre bout de la région, où ça te fait une heure de bagnole le matin, une heure le soir, qui va te mettre dans le jus pour ta logistique personnelle, les enfants, le truc, le machin, non, tu vas pas. Oui, tu vas gagner mieux à la fin du mois, mais ça va être quoi le coût humain derrière? Si dans ta logistique, toi, tu as intégré aussi une forme de flexibilité liée au fait que tu travailles un jour ou deux à la maison, eh ben non, tu vas pas aller chez le plus offrant si le plus offrant il te dit mais moi le télétravail c'est mort. Parce que tu vas te dire mince, je pourrais gagner plein de sous, puis après tu as purée, mais ça va me mettre dans le jus pour le jeudi quand il faut que j'aille chercher la petite à 17h, ça va être compliqué pour tel truc, je vais être crevée. Donc tu vas renoncer aussi. Il faut vraiment voir le sujet plus global. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui bossent dans les mais et quoique même quand tu bosses dans les très grands groupes, c'est une question que tu te poses, mais quand tu es, Michel, 1974, dans ton open space, dans ton cubicles, dans une entreprise dont tu comprends pas le business, et que tu t'ennuies comme un rat mort toute la journée, bah oui, si demain on te propose un truc de payer ailleurs, tu iras parce que tu as pas d'attachement. Mais Ouais, ça si tu as un attachement et je parle pas que d'attachement émotionnel, hein, mais de te dire: «Non, là, ma boîte, je comprends où elle va, je comprends ma place dans l'organisation, je gagne pas des milliers et des cents, mais bon, ce que je gagne, ça va, c'est correct. Je peux me projeter sur les différents éléments de rémunération, notamment le variable, tout ça, le variable, collectif». Bah non, tu vas pas aller te mettre en galère dans une autre boîte. Si l'autre boîte, elle t'attire parce que le projet est plus sympa, parce que c'est plus près de chez toi, parce que tu as envie d'évoluer aussi. Tu vois? Pour, reboucler tout à l'heure avec un truc qu'on s'est dit sur le variable. Il y a une PME l'autre jour, qui pratique beaucoup le variable individuel, sur certains métiers. Ils font des primes exceptionnelles et c'était la directrice financière qui me dit: «Mais moi, j'ai besoin de donner des primes à mon équipe parce que sinon ils s'en vont». «Mais comment ça, ils s'en vont?» «Bah oui, parce qu'en fait, on ne peut plus les augmenter parce que leur poste n'évolue pas, parce qu'on est une entreprise de 80 personnes et qu'on va rester 80 pendant très, très longtemps. Du coup, si je leur donne pas de primes, pour leur donner l'impression que la rémunération augmente, ils vont partir». Bah, peut-être que là aussi, il faut faire son deuil, en fait. Oui, quand l'entreprise, il y a pas de croissance, en fait, il y a des postes qui ne vont pas évoluer et peut-être que c'est mieux pour tout le monde que la personne qui, à un moment donné, se dit: «Mais mince, moi, mon salaire, il n'évolue plus, mon poste, il ne va pas évoluer parce que la personne au-dessus de moi, elle est bien ancrée, sur son siège». Bah, peut-être que c'est mieux que la personne, elle aille voir ailleurs, oui, qu'elle aille chercher l'évolution de poste ailleurs, donc l'évolution de salaire et c'est pas grave. Tu vois, à chaque fois qu'on parle de ça, les gens, ils me donnent le micro-exemple en disant: «Oui, mais tu vois, j'ai c'est forcément le key people qui va partir». Non, peut-être pas. «Oui, mais du coup, il y aura plein de mercenaires». Non, il y aura des mercenaires, mais il y aura pas plein de mercenaires. «Oui, mais si j'arrête les primes, tout le monde va se barrer». C'est qui tout le monde? Oui, on cherche toujours à se faire peur, on prend toujours l'exemple le plus extrême pour se dire: «Non, non, faut pas y aller parce que vraiment, si je mets les salaires sur mes offres d'emploi, je vais attirer que des mercenaires». Mais non. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait encore y passer, quelques heures, à mon avis. Je pense que la 1re, j'allais te poser la question, mais je vais faire la réponse moi-même. La meilleure solution pour que les gens, qui ont découvert le sujet se mettent, à jour sur le sujet, comprennent qu'il y a un sujet et aillent plus loin, c'est peut-être tout simplement déjà de suivre tes aventures sur LinkedIn et je sais que tu es assez active, même en dehors de LinkedIn, donc c'est là où on retrouve un peu aussi tes agendas d'intervention, je pense. Et je sais pas si tu as un dernier mot pour nos interlocuteurs? S'il y a une chose qu'il faut retenir de cette petite heure qu'on a passée ensemble, c'est que vraiment la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Merci beaucoup Sandrine, en tout cas on te retrouve très vite. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La plupart d'entre vous ne sont pas abonnés et donc vous n'êtes pas prévenus des nouveautés qui se passent sur la chaîne. C'est ici que je reçois tous mes invités de podcast, mais pas uniquement. Je partage aussi mon aventure entrepreneuriale, que ce soit avec mon agence Make Sense for Digital ou avec mon organisme de formation Mavericks Marketing, dans lequel je suis associé avec Alexia. On a une chaîne secondaire d'ailleurs. Mais donc,
abonne-toi à cette chaîne pour ne pas louper les vidéos suivantes. On accélère fortement le rythme et on prend tous vos retours avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.